Oui, ben, s'il y avait un conseil, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui nous interpelle, ben, il faut y aller, quoi. Faut essayer. Ah si, c'est ça. Si, tu me parlais d'un conseil, il y en a un conseil qui n'est pas appliqué à la photographie, mais qui m'a beaucoup guidée. C'est un ami que je croisais dans des férias à l'époque, qui disait t'as le non, donc tente le oui, en fait. Et ça vient souvent, tu vois, dans ma tête de dire bah, vas-y, tente. Tu risques rien, en fait. À part enfin, tu l'as déjà le non, donc. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Noël Balestrero, photographe professionnel basé à Toulouse. Dans cet épisode, on va parler de son parcours et de comment se lancer et surtout durer dans le métier de photographe. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Noël et vous souhaite une bonne écoute. Salut Noël, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Fred. Alors je suis donc Noël Balestrero, photographe à Toulouse. En fait, je dis souvent que j'utilise la photographie pour prendre en portrait la singularité des gens. C'est comme ça que je travaille. Donc je suis passionnée de photos depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai décidé d'en faire mon métier en 2005, par là. Et j'ai monté mon entreprise de photographie de mariage, famille, scolaire, entreprise et plus il y a 17 ans. Voilà, après je sais pas quoi dire de plus. J'aime photographier. En fait, ce qui me plaît le plus dans la photographie, c'est les gens, évidemment. L'appareil photo est juste l'outil qui me permet de ces rencontres et de raconter leurs histoires. Ouais. T'as fait quoi comme formation ? Alors, en général. Ouais. Enfin, ou même au début, comment tu t'es lancé ? C'était passé par une école photo ? Alors, c'est un parcours assez particulier que j'ai parce que j'ai vraiment toujours été passionnée de photo. Je faisais de la photo en club photo petite, enfin jeune, et j'ai appris comme ça la photographie en argentique. Et à l'âge de 18 ans, j'ai voulu en faire mon métier. Sauf que quand j'ai regardé le prix des écoles, donc c'était 18 ans, c'était il y a longtemps, c'était en 97-98. Du coup, rentrer à l'ETPA à l'époque, enfin c'est toujours le cas, c'est super cher. Et sauf qu'il y a toutes ces années-là, on n'était pas très sûr de l'avenir de la photographie. Donc du coup, j'ai eu des difficultés à me projeter, à me dire est-ce que je suis capable de payer ça pour ensuite le rembourser et en faire mon métier. Donc j'ai oublié ça, j'ai fait des études de chimie. Je suis allée jusqu'en licence de chimie. Donc ça ressemble un petit peu à la photographie finalement. Enfin, j'avais fait de l'optique, de la chimie, et c'est ce qui me plaisait. Sauf qu'après j'avais trop précisé Enfin, je partais dans un doctorat et ça m'intéressait pas. Du coup, je suis partie travailler pendant 8 ans dans une entreprise en logistique en me disant tu représenteras une école derrière pour être photographe. Parce que j'avais besoin d'avoir une légitimité en tant que photographe, pas d'arriver comme ça. Je voulais avoir un diplôme. Ben, il se trouve qu'après, j'ai travaillé, j'ai pas pu intégrer... Enfin, j'avais plus l'esprit à intégrer une école. Donc j'ai continué à faire de la photo juste pour moi. Et je m'en sentais pas vraiment capable, je pense. Enfin, pas capable, si, mais pas légitime. Donc ça, c'est vraiment le terme. Et un jour, j'ai un peu pété les plombs par rapport à mon travail parce que je sentais que c'était pas... je montais bien en grade, mais ça me faisait pas vibrer. Du coup, j'ai décidé j'ai dit, je vais prendre 3 mois, passer mon CAP par correspondance. Et je me suis dit, si ça marche, je quitte ce travail où j'étais quand même cadre et je teste pendant 2 ans la photographie. Donc j'ai passé mon CAP. Pareil, à une époque, donc c'était en 2004, où tu es à cheval entre... t'as le début de Photoshop, le début du numérique, plus poussé. Et moi, donc, ce CAP, il est à passer avec donc de l'argentique, un développement soit couleur, soit noir et blanc, de la chambre,
du studio et une partie numérique. À ce moment-là, je me pointe chez un photographe pour lui demander de me guider un petit peu sur le studio, sur tout ça, et il m'envoie chier déjà en me disant que c'est pas un métier pour les filles. Donc il me dit, en gros, démerde-toi, puis voilà, en gros, j'ai pas que ça à faire. Donc j'ai dit super, merci. On l'embrasse. Voilà, c'est ça. Mais je le remercie maintenant parce qu'il demande encore de mes nouvelles à mon père, et finalement, je le remercie parce que c'est lui qui a un petit peu créé ce truc en moi de se dire, il va voir que je suis capable de le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis débrouillée. Je suis allée dans un club photo pendant 2 heures, il m'a expliqué le studio. Parce qu'on n'avait pas... c'était vraiment pas la même... Il n'y avait pas Internet comme ça, avec toutes les explications. Il n'y avait rien, quoi. Donc, il fallait se débrouiller. Donc là, club photo pendant 2 heures, il me montre, je comprends les bases. Après, j'ai une copine qui est graphiste qui me montre Photoshop, parce qu'à cette époque-là, tu peux pas le choper vite fait, quoi. Donc elle m'explique comment faire une couverture de magazine, les bases. La chambre, je prends un livre, c'est des vieux livres qui sont gris là, où j'apprends à manipuler la chambre. Enfin pas à manipuler, mais j'apprends la base de la chambre par livre en fait. Et le labo argentique, j'avais mon labo chez moi. Donc ça c'était cool. Sauf que si je tombais sur couleur, j'étais comme ça. Donc couleur c'est pareil, j'avais pris des cours, j'avais regardé des trucs. Donc chance, je tombe sur noir et blanc, et après... le reste se passe bien, j'ai beaucoup de chance avec la chambre, bref. Je prends 14 au CAP, donc je me dis cool parce que en m'étant débrouillée toute seule, c'est chouette. Et donc voilà, donc je me dis écoute là c'est bon, j'ai mon CAP, je vais me casser de mon boulot et faire ce que j'ai à faire. Ça suffisait à l'époque? C'était vraiment important de faire ça? Non, je pense que comme maintenant, il y a pas de... Comment dire... De prérequis? Non, t'es pas obligé d'avoir un diplôme pour être photographe. Mais moi, j'avais besoin de ça. Parce que je suis dans l'entre-deux, en fait. J'ai 47 ans, maintenant, je peux le dire. C'est tout frais, c'est pour ça. Je suis dans l'éducation de la photographie argentique, comme on la connaît, avec sa lumière, sa composition, tout son aspect technique. Et dans ce monde de photographes, maintenant, qui font plus de l'image. Et du coup moi je suis vraiment dans l'entre-deux, et à cette époque-là je me doutais que ça partait vers là, mais j'avais besoin auprès de tous ces photographes qui sont installés depuis des années, qui sont vraiment des puristes de l'image, j'avais besoin de cette légitimité, et moi elle passait par avoir ce CAP, mais je l'aurais pas eu, j'aurais pu très bien faire mon truc, quoi. Ouais, c'était une source de légitimité plutôt pour toi. C'est ça. Mais après, il me manquait. Le problème, c'est qu'il me manquait. Donc, j'avais la légitimité, ok, mais j'avais pas le. Dans ma présentation, c'est vrai que je l'ai pas dit non plus. Si j'ai dit que je photographiais les gens. Moi, ce qui me touche, c'est l'émotion. Et du coup, j'avais besoin je voulais photographier cette émotion. J'avais besoin de la ressentir et de la capturer. Et parce qu'avant, quand j'ai eu mon CAP, je faisais des photos hyper graphiques, c'est tout ce que je faisais, je photographiais pas des gens. Et là, je rencontre l'atelier Nomade, qui est une formation un peu alternative qui se trouve dans le Gard, donc Claude Simon, qui a été formé, qui était le tireur de Cartier-Bresson, donc pas rien, le type vraiment purement éduqué à l'image. Et lui, il proposait une formation nomade, ça s'appelle l'atelier nomade d'ailleurs, où pendant 1 ou 2 mois, il explique les grandes lignes d'un reportage photo. Et il t'envoie un peu sur des marchés, il t'explique vraiment la base de la photo. Et après, tu pars 3 mois en voyage en Afrique, et en mode camion, t'as que ton camion, t'es dans ton camion, t'as que ton appareil photo, un tout petit casier avec des fringues, et on avance. Et on fait notre vie. Et du coup, ça, pour moi, ça a été une révélation, parce que ça m'a permis de puiser au fond de moi plein de choses, et d'aller capter donc ces émotions chez les gens. Et en plus, il m'est arrivé une expérience, parce qu'au début, j'essayais de le faire encore de manière très, très carrée, très rigide, et je me suis perdue dans le désert. Et ça a permis d'encore plus être dans le ressenti, en fait. De capter le ressenti des gens, et moi je vivais comme ça, et je photographie comme je suis, donc ça a créé ça, quoi. Et quand je suis rentrée, du coup, je me suis lancée assez rapidement dans la photo, en tant que pas à mon compte, mais j'ai travaillé pour quelqu'un derrière
Voilà en gros le... D'accord. C'est super intéressant. Et maintenant, tu fais de la photographie dit corporate, sociale, au final? Oui, c'est ça. Mais si on peut mettre des cases. Oui, si on peut mettre des cases. Mais en fait, c'est pas ma première passion. Ma première passion, c'était vraiment la photo. Quand j'ai fait cette formation, là, l'atelier nomade, quand je suis sortie, je voulais faire plutôt de la photojournalisme, du reportage, de la photographie de plateau et de la photographie thérapeutique. C'était mes 3 grands axes. Et sauf que à l'époque, donc on reparle de ça il y a 20 ans. À 20 ans, il n'y avait pas les réseaux comme ça, il n'y avait rien. Moi, je suis pas entourée d'entrepreneurs, je ne suis pas entourée de photographes. Donc j'ai fait un peu au système D. Et du coup, voilà, je suis arrivée. Quand je suis rentrée d'Afrique, je vivais en Ariège et j'ai trouvé ce travail où j'ai appris ça. J'ai appris la photographie de mariage, photographie d'objets, photographie scolaire, un petit peu entreprise, portrait. Et donc c'est ce qui a commencé à guider ma vie en tant que photographe. Et après, quand je suis partie d'Ariège, que j'ai voulu construire mon entreprise, je l'ai construit avec ce que je savais. Et j'ai attendu d'avoir plus comment dire, le revenu suffisant pour pouvoir prendre du recul et me dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et là, c'est ce que je mets de plus en plus en place, en plus du reste. Ouais, c'est vrai qu'au final, quand on regarde un peu les chiffres je pense à l'UPP ou d'autres organismes qui font des enquêtes tous les ans ou tous les X années pour essayer de voir qui bosse sur quoi, combien les gens gagnent dans différentes spécialités. C'est en fait cette thématique. Le photojournalisme, c'est là où il y a le moins de fric. Faut le savoir. Mais par contre, tout ce qui est studio, portrait, mariage, etc., ça paye plutôt bien encore, même malgré le passage au numérique, malgré les téléphones portables, etc. Il y a encore beaucoup d'argent dans ce milieu-là. Oui, il y a encore beaucoup d'argent, beaucoup de gens qui prennent les services d'un photographe, de plus en plus. Parce que même, il y a effectivement les téléphones, il y a effectivement Internet où on peut apprendre à être photographe en 5 minutes. Mais bon, quand on est maman de famille ou papa de famille, qu'on a envie de photos de famille et y être dessus, à un moment donné, on est quand même obligé de solliciter quelqu'un. Donc du coup... C'est vrai qu'il y a un truc qu'on voit pas, qu'on dit pas assez, c'est que tout le monde voit le côté négatif il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de matériel que les boîtes, un mec en interne peut utiliser un appareil photo qui va acheter 300 balles chez Darty, j'exagère mais pas loin. Mais en même temps, de ce côté-là, il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui ont des besoins de communication parce qu'il y a besoin de plus en plus d'images pour nourrir tous les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'événements qui se créent, donc il y a de plus en plus besoin de photographes événementiels. Il y a de plus en plus de gens qui se marient, donc en fait, la croissance va dans les deux sens en fait. Moi, je vois effectivement qu'il y a beaucoup plus de photographes qu'à l'époque où j'ai commencé. Mais alors, je sais pas si c'est moi j'en sais rien, mais moi je travaille plus maintenant que ce que je travaillais au début. Donc, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est que c'est que ça fonctionne comme ça. C'est pas si étonnant au final, parce qu'en plus, il y a autre chose, puis on continue dans l'optimisme qui fera du bien aux gens, je pense, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent, mais il y a de plus en plus de gens inexpérimentés et mauvais professionnellement parlant, on va dire, qui se lancent. Et d'ailleurs, tu le vois, moi, il y a un truc que j'ai constaté, j'avais fait un épisode de podcast, je sais pas si tu l'avais écouté, sur t'as l'impression qu'il y a un phénomène maintenant, on le voit beaucoup sur YouTube, de jeunes qui ont monté une boîte il y a 2-3 ans et qui abandonnent et qui font une vidéo pour expliquer pourquoi ils abandonnent. Et souvent, c'est parce qu'ils sont arrivés au seuil où il fallait engager quelqu'un, où ils avaient envie d'engager quelqu'un pour faire comme les vraies boîtes, tu vois. Mais ils se rendaient compte que le mec, il pouvait pas la payer et que eux, finalement, ils gagnaient moins que ce qu'ils gagnaient quand ils étaient tout seuls, qu'ils avaient toutes les emmerdes qui allaient avec. Et du coup, il y a cette hype de dépression, les gens font des burn-out, etc. Je dis pas que c'est une hype la dépression, mais en gros on entend de plus en plus parler, donc ça conforte les gens qui se sentaient mal en se disant c'est ça que j'ai en fait, du coup du coup je lâche. Bah ouais, en fait c'est un peu comme quand tu sais quels symptômes tu as, tu dis du coup j'ai telle maladie. Tu sens mieux du coup. Bah ouais, tu te dis voilà, le mec que j'admire galère aussi, du coup moi j'ai aucune raison de, tu vois. Oui, mais après il y a aussi ce truc de un peu de rêve, Moi, je vois quand je dis je suis photographe, les yeux des gens
tu as l'impression que je suis la reine d'Angleterre. Enfin non, c'est pas bien la reine d'Angleterre, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est le métier qui fait le rêver plus les Français. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le métier qui fait le plus rêver des Français. Donc, et quand les gens décident d'être photographes, voilà, ils le prennent dans ce sens-là, c'est génial, je sais faire de la photo, tout ça. Et moi, ce que je dis souvent, j'en rencontre plein des gens comme ça, je dis c'est bien. Et en plus, je donne des cours dans une école en prépa pour rentrer dans des écoles d'art. Et je vois il y a des profils hyper intéressants. Le problème, c'est que entre créer une photo pour soi et faire quelque chose de merveilleux et être créatif ensuite tous les jours, tout en gérant son entreprise, il faut avoir les épaules pour ça en fait. Et donc il y a beaucoup de photographes qui ont fait ça en mode souvent on a une famille, on veut faire des photos, on fait des photos, puis on se dit finalement on n'est pas mauvais, donc on commence à faire des mariages, des machins, des trucs comme ça. Et au bout de 3 ans, ils arrêtent parce qu'ils se rendent compte que c'est physiquement et intellectuellement, c'est un métier, quoi. Et c'est un truc à gérer au quotidien, quoi. Et ils tiennent pas. Moi, ça fait 17 ans que je suis installée à mon compte. Donc, et je suis passée par argentique, de la passage au numérique, passage au truc un peu la photo à la mode, là, Moody et compagnie. Là, avec l'IA, je suis toujours là, en fait. Je passe entre les mailles. Ouais. Oui, de toute façon, quand tu fais cette profession-là, il y a déjà de base, comme tu l'as dit, il faut quand même avoir un peu les épaules, mais il faut avoir aussi l'envie réelle de faire ça longtemps. Et en fait, sur le long terme, tu trouves des solutions à toutes les. Au final, il n'y a pas de vraie rupture, quoi. Même si le numérique n'a pas été, a pas fossoyé comme tout le monde le disait, la photographie. Le smartphone non plus. Au contraire, ça a donné un champ des possibles différent. L'IA, c'est exactement la même chose. C'est un confort supplémentaire. Hier encore, j'ai utilisé Firefly sur Photoshop. C'est la première fois que j'utilise pour une photo que je vais utiliser dans un magazine. Tu sais, pour faire une couverture de magazine, t'as toujours le problème d'avoir pas assez de... t'as pas shooté assez large, tu vois, pour mettre le titre ou quoi. Et du coup, je me suis upgradé la photo pour laisser passer le titre. Et en fait... éthiquement, il n'y a pas de souci parce que tu dénatures pas vraiment l'image, tu rajoutes un peu de ciel bleu, tu vois, juste pour pouvoir mettre ton titre. Au contraire, ça permet de mettre en avant une photo que tu aurais du coup jetée à la poubelle parce qu'elle ne matchait pas avec la couverture. Et c'est vrai que les outils, mais encore faut-il avoir pas le réflexe, mais l'intelligence tout court d'utiliser ces outils-là en fait. Oui, de la bonne manière. Hein, moi, je sais que je l'utilise en tout cas pour mon traitement d'image. Parce que du coup, mon entreprise a bien grossi les 3 dernières années et je refuse d'embaucher parce que, en fait, donc je suis vraiment passionnée. Je suis passionnée, mais je comprends et j'utilise quand même cette notion de business, de gestion d'entreprise, de pilotage d'entreprise. J'ai mis du temps à le comprendre, mais ça m'aide beaucoup. Mais je sais que là, j'ai pas envie, je travaille juste pour ce dont j'ai besoin. Je fais pas de, voilà. Et donc, à un moment donné, effectivement, vu la masse de travail que j'ai, j'aurais dû effectivement embaucher quelqu'un. Sauf que financièrement, je pense que je pourrais trouver les moyens de le faire, mais voilà, après c'est une personne à gérer, tu sais pas sur qui tu tombes, c'est tout un bazar. Donc j'utilise l'intelligence artificielle, Imagen AI, je sais pas si ça te parle, pour traiter mes images. En fait, je lui ai donné toutes les informations de mes presets Lightroom, et lui, il traite mes images. Après, je reste une puriste, donc je ne reprends pas mes images directes que j'envoie au client, je repasse derrière, mais ça me fait gagner 3-4 heures sur plus que ça, non, la moitié, au moins 10 heures sur un mariage. Ah ouais, et donc du coup, c'est cool, quoi. Donc voilà, là je me suis pas dit, ouais, ça va me manger. Non, au contraire. Ça m'aide, ça me fait gagner du temps, ça me laisse l'esprit tranquille, parce que du coup, comme je fais que mes photos en RAW, un RAW c'est pas très beau quand tu le sors à l'écran, là du coup je me prends pas la tête, je trie ce qui me semble pertinent, j'envoie à Imagen AI, il me renvoie et après je réaffine mon tri et mon traitement, et du coup je me dis finalement ça va, elles sont cool mes photos, parce que quand ça sort vraiment du capteur, c'est dégueulasse. C'est un peu le même délire que de faire un copier-coller de paramètres de développement sur Lightroom, sur un traitement par lot, et après tu reviens éventuellement à chacune. Exactement. Sauf que l'IA va être tellement puissante qu'elle va pouvoir adapter chaque image, etc.
En fait, c'est ça, c'est marrant parce que l'IA, on en s'en fait tout un monde, mais en fait, en réalité, c'est juste une forme d'automatisation de choses qu'on fait déjà, mais dans lesquelles il n'y a pas une valeur ajoutée de dingue, en fait. Mais c'est un peu le même délire qu'une caisse automatique, qu'un péage automatique. Enfin, oui, c'est cool d'avoir un humain, mais à un moment donné, est-ce que l'humain qui, quand tu arrives au péage, prend ta carte bleue pour donner un ticket, est-ce qu'il y a une réelle valeur ajoutée? Est-ce que cet humain, on pourrait pas le mettre ailleurs, dans un truc où il serait un peu plus épanoui? Voilà, mais bon. C'est comme en photo. Ils ont inventé l'autofocus. Ils ont inventé le semi-automatique. C'est pas pour rien. Tu vois, quand j'entends moi, mes élèves, ils veulent à tout prix travailler en manuel. Alors je leur explique, bien sûr. Mais je leur dis, ça dépend ce que tu fais. Si tu veux faire que de l'image créative, vas-y, en manuel. Mais si tu veux faire de l'image de reportage, ben, bon courage. Et donc du coup, ils ont inventé ils ont créé ça, et voilà, semi-automatique ou le TTL et tout ça. Ben pourquoi? Pour faciliter le métier, pour se concentrer sur les anciennes. Donc c'est pareil. Et donc ça, on en aura tout le temps et on évoluera. Et juste, il faut le prendre, voilà, en mode comme ça, un soutien, comme une béquille pour te permettre de faire autre chose. Ouais, c'est clair. Tu disais que ta boîte a bien grandi. Toi, tu as un statut d'artiste-auteur? Non, je suis en entreprise individuelle. Ouais, entreprise individuelle. Donc en gros, ton entreprise, c'est... tu es seul dans ton entreprise. C'est un peu comme un statut de micro-entreprise. Oui, c'est ça. Ouais. Et comment ça a évolué? Si on peut parler peut-être de chiffres ou de... Comment ça évolue en chiffres? Ouais. Quand ça a évolué, ça je peux te le dire, et c'était très étonnant d'ailleurs, ça a évolué juste à la sortie du Covid, donc où tout le monde se prenait la tête de ne pas savoir où aller, ce que ça allait faire, et il y a pas mal qui ont galéré en sortie de Covid. Et moi, j'ai doublé mon chiffre en 2021, d'un coup. Aussi, il y a cette notion de je ne suis pas spécialisée en fait, et je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Et donc oui, c'était quoi la question que j'avais? Ça avait évolué. Ça a doublé? Ouais, ça a doublé le chiffre d'un coup. Parce qu'en gros, les événements ont repris, du coup, tu as refait de la photo événementielle, par exemple Non, il y a des trucs que je faisais pas avant, en fait, je pense. Ou pas comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, mon chiffre a doublé, en fait. Ou alors après, peut-être, je sais pas. Ouais, si, c'est ça. Mais quand tu dis que tu t'es du coup pas spécialisé dans quelque chose, qu'est-ce qui a fait que... C'est quoi du coup ce que tu as fait de nouveau Moi je travaille qu'en bouche à oreille. Ouais. Je fais pas de publicité. Je suis incapable de le faire. Je sais pas faire du commercial en pur commercial. Par contre, je sais te raconter comment je travaille. Si tu me rencontres en tête à tête, je sais me vendre dans ce sens-là. Et je sais pas, est-ce que pendant cette période... Comme je suis dans plein de domaines différents, est-ce que chacun s'est dit, je vais aider Noël? J'en sais rien, parce que même pendant que j'étais sur la fin avant qu'on sorte du Covid, j'avais une cliente qui achetait des bons cadeaux pour ses copines. Elle savait que je pouvais pas les faire, les photos, parce que c'était interdit, mais elle achetait les bons cadeaux pour me faire vivre, en fait. Elle m'a acheté 2 ou 3 bons cadeaux qui ont été réalisés après. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, est-ce qu'après il y a eu ça? Je sais pas. Est-ce que les gens se sont dit, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a ce truc qui a changé. Après, moi j'ai aussi plus mesuré mon entreprise. Donc, est-ce que c'est ça? J'ai un peu plus piloté mon entreprise. Donc, est-ce que c'est ça qui l'a fait? Et il y a eu aussi oui, si ça c'est réel, tous les mariages qui ont été décalés. Décalés, annulés, reportés. Donc entre moi les miens qui ont été décalés et ceux d'autres qui ont pas pu être faits parce que ils n'avaient pas géré derrière. Moi j'en ai récupéré quelques-uns comme ça et je me suis retrouvée après j'ai eu 15 mariages, quelque chose comme ça, alors que moi j'en fais que 6 ou 7. Donc il y a eu ça, c'est sûr, mais je me suis dit ça va durer qu'un an en fait. Parce que c'est le retour voilà. Et en fait, non, tous les ans, depuis 2021, je fais toujours le même chiffre. Et j'en veux pas plus, ça me va très bien, parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Et voilà. Et après, j'ai plein de nouveaux trucs qui se sont mis en place, en plus de mon quotidien de photographe de mariage, de famille.
d'entreprise. J'ai répondu à des projets de photothérapie cette année avec des personnes âgées, avec des femmes aussi en réinsertion professionnelle. Et voilà, donc ça c'est arrivé pareil. Je suis désolée, les gens vont me prendre pour une folle, mais moi c'est arrivé comme ça. Enfin, c'est pas arrivé comme ça. C'est du réseau, c'est de la discussion, c'est de l'échange, c'est des connaissances, mais c'est pas de publicité par contre. Ouais. Bah, le bouche-oreille, c'est le truc le plus puissant en fait, qui est sous-coté de dingue, mais quand les gens ont affaire à un professionnel qui bosse bien, on a envie de le recommander à d'autres gens en fait, tout simplement. Ben ouais, c'est ce qui se passe, hein, et ça passe. Moi, ça bascule des fois d'un mariage. Hein, le marié travaille dans une entreprise, hein, soit c'est la sienne, soit c'est celle d'un autre. Il va me faire venir après sur son entreprise, hein, et c'est que ça en fait. Les gens après quand ils comprennent ce que je fais, et ben voilà, ah Noël, elle peut faire ça, Noël. Et moi je suis du genre t'es pas cap aussi, c'est-à-dire que il y a des trucs des fois je sais pas faire, mais j'y vais. Par exemple, ça c'était toujours dans le cadre du mariage, mais j'ai fait des photos sous l'eau, je savais pas faire. Et il me dit tu peux, je dis je vais essayer. Et en fait ça a marché. Et dans ma vie je suis comme ça. T'es pas cap, ok. Comme là, donner des cours dans une école, je suis pas enseignante à la base. C'est une cliente qui me voyait. En fait j'allais faire des photos dans son école tous les ans d'hôtesse de l'air. Et elle adorait mon rapport aux gens, mon contact. Elle a changé d'école et elle m'a appelée pour donner des cours. Et je lui ai dit, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Elle me dit, oui, mais le rapport, l'attitude que vous avez avec les élèves, avec les gens, elle dit, nous, c'est ce qu'on recherche, quelque chose à être créatif et à les bousculer. Et elle me dit, je suis sûre que vous avez les compétences. Et effectivement, c'est ma 6e année. Et ouais, je les ai, les compétences, et je m'éclate, hein, et voilà. Mais à la base, c'est un t'es pas cap. Voilà. T'es pas cap de passer dans le podcast. Ouais, ça aussi. Ou t'es pas cap, tu vois, par exemple, un podcast, et donc t'es pas cap aussi de répondre à DR, collectif DR, pour essayer d'être photojournaliste. Et le t'es pas cap aussi, ça c'était une belle expérience dans ma vie aussi. Quand je parlais de photographie de concert, donc j'ai fait beaucoup de photos de concert quand j'étais plus jeune, mais que je faisais juste ça pour le plaisir, sans en faire mon métier. Et un t'es pas cap, j'en ai fait un avec une chanteuse qui est assez connue, et du coup le t'es pas cap il s'est résumé en je suis sa photographe, 1 à 2 fois par an, je vais lui faire ses grosses dates en fait. Donc moi je m'éclate. Après je veux pas, ça me suffit en fait, ça y est, j'ai mon truc de photographe de plateau, de concert, j'en veux pas plus. Mais voilà, dans le truc t'es pas cap, t'es pas cap de faire des photos Folies Bergère, ah ben si, voyons, tu vois, enfin. Oui, c'est en gros saisir une opportunité et ne pas avoir peur au final. Oui, c'est ça. Ouais. Toi, comment ça s'est passé comment t'arrives toi à gérer cette appréhension, cette peur? Est-ce que c'est un truc récent? Est-ce que c'est un truc que t'as eu depuis toujours ou... Non, je suis comme ça depuis toujours. Ouais. C'est mon caractère. Après, j'ai peur, hein, quand même, sur d'autres. Enfin, en ce qui concerne ça, là, la photo, j'aime les nouvelles expériences, donc c'est pour ça. Par contre, voilà, je vais pas mentir, enfin, moins maintenant depuis 2-3 ans, mais avant, sur mon entreprise, 1 à 2 fois par an, en fonctionnant comme je fonctionne en bouche à oreille, j'avais peur de pas passer mon année. Donc la peur de ce côté-là, elle y était, mais c'est quelque chose que je maîtrise pas là, que je maîtrise moins, donc le bouche à oreille et même le pilotage d'entreprise. Après voilà, sur la partie photo, moi je rêve d'expérience, et je pense peut-être ça s'est accentué quand j'ai failli mourir dans le désert. Peut-être qu'il y a ce truc de la vie elle est tellement courte que ouais, t'as un truc qui se passe devant toi, ben t'y vas, t'attends pas en fait. Parce que demain, tu sais pas de quoi il fait demain. Tu sais pas si demain tu seras encore là ou encore en capacité de le faire. Donc si ça et c'est toujours ce truc de vibration. Si ça me fait vibrer ce qu'on est en train de me raconter, j'y vais. Des fois ça me fait pas vibrer, j'y vais pas. C'est vrai que c'est un peu le super pouvoir de la photo, ça, d'être capable de voir des choses. Enfin, on te propose des choses que tu n'aurais même pas imaginé parfois exister, ouais. Et encore moins qu'on vienne vers toi pour faire le truc. Ou parfois tu remplaces quelqu'un et tu te dis putain, mais jamais j'aurais pu avoir cette opportunité. Mais après, il faut être capable de la saisir et c'est pas si simple en fait. Oui. Mais ça, je sais pas, ça vient. Enfin, moi, je sais pas d'où j'ai ça. J'ai jamais analysé
pourquoi du comment. Après j'ai une vie, j'ai beaucoup voyagé, donc peut-être c'est ça, c'est aussi j'ai vu des choses, j'ai rencontré des gens qui fait que voilà, j'arrive à percevoir, à ressentir, à faire. Mais je sais pas après sinon. Ouais, c'est marrant. Tu parlais du fait que tu étais rentré dans le collectif DR. Pourquoi tu as fait ce choix? C'est l'instant pub, tu sais. L'instant pub. En fait, ça fait depuis le début que je te suis. Que j'ai toujours, parce que ça faisait partie de mes rêves de faire du photojournalisme. Donc je regardais ce que tu faisais. Je savais que tu étais à Toulouse en plus, donc c'était encore mieux. Tu vois, genre, voilà, j'étais dans ce truc. Et que en fait, j'avais envie de... J'aime ce que je fais actuellement, la photographie de mariage, de famille, tout ce que je fais, j'aime. Mais il me manque ça, en fait, cette partie... raconter des histoires, mais que pour moi et à ma manière. Enfin, c'est pas que pour moi non plus, c'est pour les montrer, mais sur un mariage, le sujet c'est le mariage. Et donc je fais comme je sais faire, mais voilà, venir raconter une histoire, de témoigner de quelque chose, d'un fait de société, quelque chose qui me touche, en faire un reportage photo et essayer de le vendre à un magazine, c'est chouette en fait. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire, et voilà, c'est pour ça que j'ai atterri chez toi. Mais c'était pas cap aussi, parce que c'est en mode... je me suis un peu agacée l'année dernière, justement, de voir toute cette nouvelle jeunesse de photographes qui débarquait. Donc, qui ont leur place, hein, c'est pas ça, c'est que moi, ça m'a questionné de me dire, mais... Parce que ces nouveaux photographes, ils sont juste beaucoup dans le business, mais pas forcément, à mon goût, tous dans une image qualitative. Enfin... Je retire un peu ce que j'ai dit. L'image est qualitative parce qu'elle est correcte et qu'elle plaît aux clients, mais dans un cadre de photographie pluriste, lumière, composition, on n'est pas tout à fait là. Et donc, je me suis un peu agacée toute seule, et après je me suis dit, mais de toute façon, eux, ils ont raison parce que ça marche, hein, leur business, il marche. Finalement, leur boulot à la base, c'est ce business. Ça leur prend du temps, ça fonctionne. Les clients, ils vont les chercher, c'est qu'ils sont contents. Mais alors moi, pourquoi? Alors j'ai commencé à regarder mes images un peu différemment, je me suis rendu compte que mes images étaient différentes, qu'elles étaient plus dans documentaire. Maintenant je dis ça, je dis pas photojournalisme. Après avoir pris quelques cours avec toi, je vois que c'est plus le terme. Mais elles ont cette notion de... Enfin, elles sont différentes, mes images. Elles racontent déjà des histoires dans une image. C'est comme ça qu'on m'a formée. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de plus. Voilà. Et donc, j'ai fait ce T'es pas cap, puisque j'étais agacée. J'ai dit, je vais voir ce que ça donne. Et tu as répondu, OK. Donc, j'ai été très étonnée au début. Et après, tu m'as dit, voilà, que dans mes images, il y avait tout ce qu'il y avait, enfin c'était bon quoi. Après voilà, pour le coup, là je suis encore en début parce que j'ai pas encore pris le temps de travailler la partie la plus importante, qui est la partie photojournalisme, qui est pas la même histoire que... Enfin c'est un métier quoi. C'est un métier à part entière. Ouais, et puis c'est une autre vision de la photographie aussi quelque part. Ouais. Parce que ce que tu dis, effectivement, on en avait discuté dernièrement aussi tous les deux en off sur la différence entre la photographie et l'image. Mais c'est vrai que l'état d'esprit n'est pas le même parce que dans le photojournalisme, il y a cette volonté de se concentrer sur son sujet plus que sur sa façon de le photographier ou à titre personnel de voir les choses. Bien sûr, il y a une subjectivité, bien sûr, il y a une envie de mettre de soi, mais il y a quand même un objectif principal, central, qui est de raconter l'histoire. Témoigner. Ouais. Et qu'en gros, quand tu regardes la photo, il faut qu'on comprenne l'histoire. Et on pense en histoire, mais la frontière avec la photo documentaire est tellement fine. Oui. Et puis ça dépend tellement aussi des clients. Mais bon, ça, c'est l'histoire de l'art veut ça aussi. Hein. C'est à l'époque du cubisme ou de l'impressionnisme. Les gens qui pratiquaient ce type-là de peinture étaient marginalisés, on les traitait de débiles. Aujourd'hui, on vend des toiles à des millions, voire plus. Mais il faut laisser du temps aussi à l'histoire pour... et en même temps, c'est une question de marché, d'offre, de demande. Hein. Il y a des gens qui vont... Un journal comme Libération va pas demander le même style de photographie que Le Figaro, où ça sera beaucoup plus léché, pas du tout flou, etc. Donc c'est une question d'offre et de demande. Mais toi, qu'est-ce que tu as appris pour le moment? Qu'est-ce que tu retiens justement parce que ça fait 1 an maintenant, quasiment, que tu es rentré dans la structure. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Déjà, je vois que le monde de la photographie journalistique n'est pas du tout le même que celle de
la photo de mariage. Enfin, en tout cas, les photographes sont complètement différents. Qu'est-ce que je retiens? C'est chaud comme question, je me suis pas... Enfin, moi, j'aime bien ce truc, voilà, de pouvoir donner... Enfin, utiliser quand même bon, sa sensibilité et les choses qu'on aime pour aller raconter cette histoire et témoigner. Même si on est obligé d'être objectif, effectivement, qu'il y a un pour et un contre, on va parler d'un sujet en particulier de manière correcte, pas que comme nous, enfin, que dans notre sens. Mais voilà, c'est de dire, voilà, on pose ça sur la table, on dit il y a ça qui existe et c'est de montrer ça. Après, qu'est-ce que j'ai retenu que c'est un autre monde en fait. Un autre monde complètement intéressant et je suis encore complètement en découverte. Ça fait 1 an, mais en vrai, j'ai pris juste conscience de tout ça quand je suis venue à Visa. Donc au final, ça fait que 2 mois que j'ai pris... En fait, je me suis retrouvée à Visa, j'ai fait un bond en arrière à mes 18 ans, où voilà, je me suis retrouvée face à ces projections... à me dire waouh, c'était ce que je voulais faire et tout, je suis contente d'être là. Bon, maintenant j'acte le truc et j'ai commencé à comprendre un peu l'intérieur en rencontrant les iconographes et tout ça, le fonctionnement. Donc j'en retiens juste que j'ai envie de découvrir encore plus et de prendre le temps de me mettre à bosser dessus, quoi. Ouais, très bien. Après voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Je te donnerai ton chèque plus tard pour la pub. Non, mais en fait, c'est marrant parce que dans DR, il y a beaucoup de gens. Il y a plusieurs types de profils de photographes qu'on prend dans le sens où, qu'on sélectionne. Et en fait, on aime bien les gens qui sont comme toi, qui ont une vie de photographe dans quelque chose qui est assez éloigné du photojournalisme a priori, mais qui a cette passion pour l'image et qui a envie soit de bifurquer complètement. Il y en a certains qui veulent complètement bifurquer là-dedans, quitte à plus faire ce qu'ils faisaient avant. Soit utiliser ça pour l'intégrer aussi à leur photographie et ce qui est loin d'être con comme raisonnement parce que il y a eu toute la hype par exemple des photographes, des photojournalistes de mariage. Là je renvoie les auditeurs sur l'épisode qu'on a fait avec William Lamblay par exemple qui a fait partie de DR et c'est devenu un argument marketing pour certains photographes de dire je fais du photojournalisme de mariage. Bon, on peut questionner la pertinence du terme ou pas, mais en tout cas il y a des clients qui sont sensibles à ça. Il y a des gens comme j'ai oublié son nom, je pense à Franck Boutonnet par exemple qui a beaucoup ce lien, qui est passé dans le podcast aussi, qui explique beaucoup ce lien entre la photo documentaire et la photo de mariage et qui pareil, au-delà d'être une envie personnelle, c'est aussi un argument marketing, il faut le dire aussi. Donc bon, c'est assez riche. Ouais. C'est un argument marketing, mais c'est aussi une réalité parce que moi je vois vraiment la différence. Tu as vraiment ces mariages, ces photographes mariage fine art, c'est super chouette. Et moi je vois mes clients ils me disent moi je veux surtout pas ça. Parce que c'est trop... Enfin, c'est pas la vie en fait. Enfin, c'est pas ma vie en tout cas. Moi je veux que tu me prennes en train de pleurer et même si j'ai pas la tête, tu vois, enfin voilà, je veux que tu prennes toutes les émotions que tu croises, Bon, moi je dis pas photojournalisme, je dis photo documentaire, mais voilà, viens dans le vivant quoi, viens prendre en photo le vivant, la robe pendue, bon je le fais pour certains parce qu'il y en a qui me le demandent, mais c'est pas ça, c'est pas, un mariage, la robe elle est quand elle est pendue sous le truc, tu vois, ils sortent le truc et elle se l'enfile, donc voilà. Et à la fois, il y a comme on disait tout à l'heure aussi, il y a aussi les clients pour les photographes. Donc il y a ceux qui veulent du fine art, ils vont. Et c'est vrai que voilà, je sais pas si c'est vraiment un argument de vente. Je pense qu'on touche des gens avec ce type de photographie qui à la base n'auraient pas pris de photographe, mais qui prennent des photographes parce qu'ils veulent vraiment qu'on raconte l'essence de leur journée. Et pour voir tu vois là hier soir j'ai livré un mariage et elle m'a dit mais c'est génial parce qu'en fait moi je livre toujours avec un diaporama d'un extrait et du coup ça elle me dit tu vois tous les mois le jour de notre mariage on se le re-regarde
Et en fait, ça me touche, ça crée quelque chose en moi, parce qu'elle me dit, t'as su capter tout ce qui se passait. Puis après, je l'ai monté mon diaporama pour qu'il raconte encore plus l'histoire. Et du coup, ils ont leur, vraiment les émotions le jour, de ce qui s'est passé le jour J. Et pas juste des belles images hyper bien cadrées, hyper bien, tu vois, mais qui, mis bout à bout, finalement, font que des tableaux, quoi, tu vois. Il y a des gens qui cherchent que ça. Oui, c'est la sensibilité des gens. Voilà. Donc, je sais pas quelle valeur tu leur apportes. Ouais. C'est ça. Je sais pas si c'est que marketing. Je pense que peut-être pour certains ça peut l'être, mais pour d'autres, ils veulent capter le vivant, en fait. Ils veulent pas, voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qu'on me dit sur mes photos. C'est plus, moi, je considère que je suis plus dans la photo documentaire, et on me dit souvent, voilà, que je capte le vivant et que c'est ça qui touche. Donc. Tu sais, clairement, c'est ce qui fonctionne dans le photojournalisme. Hein. Je pense que le photojournalisme, c'est vraiment la différence entre le photojournalisme et la photo documentaire, c'est que le photojournaliste est censé quand même bosser le plus possible pour la presse, ou en tout cas, il y a une utilisation de l'image qui va être pour illustrer un fait de société, un événement, l'histoire en marche, on va dire. Mais une photo de documentaire peut très bien se retrouver dans un journal, et on voit régulièrement, en fait, plus que ce qu'on imagine. Tu vois, sur Pixpalace, il y a beaucoup de photos qui sont issues de reportages plus documentaires que photos de presse. Donc au final, la frontière est très poreuse. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on prend de tous ces états d'esprit-là, parce que tu le vois aussi, tu l'as vu à Visa, les photojournalistes. D'ailleurs, je pense même que si on devait faire des stats, la plupart des photographes qui sont exposés à Visa ou qui sont diffusés à Visa se définissent plus comme des photographes documentaires. Ouais, parce que c'est le modèle économique qui veut ça. C'est-à-dire que dans la photographie de presse, il y a tellement peu d'argent. Enfin, c'est tellement limité, on va dire, en termes d'opportunités, parce que tes clients, tu les comptes sous les doigts d'une main dans un kiosque, quoi. Il y a très peu de journaux qui achètent régulièrement des images. Donc, tu es forcément obligé de faire des livres, de faire des expos, et même de traiter des sujets au long cours aussi. Parce que tu peux pas te permettre, à moins d'être photographe agencier, d'être payé à la journée et de pouvoir avoir ce luxe de passer d'un sujet à l'autre. En une après-midi, tu vas faire une histoire, le lendemain, tu vas faire une autre histoire. Si tu es indépendant, tu te dois de poursuivre l'histoire le plus possible pour creuser et te démarquer des gens qui pourraient venir une après-midi et faire l'histoire, tu vois. Donc au final, si tu restes plus de 2-3 jours sur une histoire, tu fais de la photo documentaire par principe, tu vois. Moi, j'ai pu suivre quand je suis un jeune engagé dans l'armée pendant 3 ans, c'est de la photo documentaire. Mais par contre, il y a plein de photos que j'ai vendues à la presse pour illustrer un truc. Ou au moment venu où tu vends le sujet sur 6 pages dans un journal, c'est du photojournalisme, c'est plus de la photo documentaire. Donc c'est plus l'usage que t'en fais. Mais c'est pour ça que c'est vachement intéressant des profils comme le tien qui ont cette envie de faire de l'image et même de l'image qui a du sens. On peut questionner le beau pendant des heures, ça va rien dire. Mais en tout cas, de comprendre pour qui tu fais l'image. Quand tu fais un mariage, il faut être capable de se dire c'est comme si tu faisais un travail de commande avec un cahier des charges et ton avis quelque part, c'est pas qu'on s'en fout, mais il y a des gens, tu vas trouver quelqu'un qui est pas forcément très photogénique, t'as pas à le prendre en photo, mais si c'est le grand-père de la mariée, ouais, mais voilà, et s'il y a quelque chose d'important dedans, voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Et tu disais, oui, j'ai conscience de ça, de ce que tu dis, qu'il n'y a pas c'est pas avec le photojournalisme qu'on gagne sa vie. Moi, mon idée, c'est pas vraiment de faire que ça, parce que je pourrais pas. Je suis quelqu'un, j'aime pas la routine non plus. Bon, la photo, c'est pas être routinier, mais j'aime pas faire toujours la même chose. Donc en fait, moi, c'est vraiment quelque chose que je veux faire en complément de ce que j'ai déjà, pour voilà ce que tu disais tout à l'heure, pour nourrir. En fait, je pense que cette partie-là peut nourrir ce que je fais déjà et inversement. Et je trouve que c'est chouette, en fait, de pouvoir avoir ces respirations, en fait. Puis il y a un autre truc aussi, c'est que le photojournalisme, moi quand j'ai commencé il y a 12 ans, on comprenait que les photojournalistes, c'était des photographes de presse, c'était des journalistes avant d'être des photojournalistes, dans le sens où c'est des gens qui sont dans le sérail, qui vont pas faire autre chose à côté, ou alors qui vont pas faire autre chose qui n'est pas journalistique. Par exemple, tu as des photographes qui écrivent, ou des photographes qui filment, ou des photographes qui font de la mise en page, ou d'autres choses.
plus graphiste, mais dans un cadre journalistique, dans un journal, dans un groupe de presse. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça, c'est en train de disparaître. Et c'est surtout des photographes qui vont faire du corpo, qui vont faire de l'art, qui vont être artistes, qui vont faire du mariage, qui vont faire autre chose. Et du coup, qui sont moins journalistes. Après, c'est pas mal aussi, ça permet aussi de donner une autre dimension aux choses. Mais, oui, puis une autre vision. Enfin, après, au moins, t'as... Ouais. Je sais pas, il y a un truc qui est pas pareil, en fait, je pense. Quand t'as pas le nez tout le temps sur un seul truc, enfin, du coup, je pense que tu peux traiter tes sujets différemment, parce que si tu es dans une vie quotidienne, enfin, si tu fais que chercher tes sujets, faire que ça, mais que tu passes pas une vie quotidienne, du coup, t'as pas la même manière d'aller chercher tes sujets ou de les voir, alors que, voilà, quand t'as... Bon, après, faut trouver le temps de tout faire, mais du coup, voilà, moi, j'ai envie de le faire comme ça. On verra, on en reparlera, on fera un podcast dans 4 ou 5 ans, on verra où j'en suis. Carrément. Si j'y suis arrivée ou pas. Carrément, c'est une bonne idée. Je te prends au mot. Allez. C'est quoi, quand tu disais que tu donnais des cours dans une école, c'est quoi les conseils que tu donnes le plus fréquemment aux jeunes photographes quand ils ont des doutes sur est-ce que ça vaut le coup ce métier, tout ça? Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors moi, en fait, je les forme pas pour être photographe. Je les forme... en fait, c'est une école pour rentrer dans des grandes écoles d'art. Donc, il y a les Gobelins et tout ça qui en font partie. Mais du coup, c'est plus une notion créative et artistique. Et du coup, les conseils que je leur donne, c'est d'écouter, de s'exprimer en fait en fonction de ce qu'ils sont, d'essayer de créer une image en fonction de leur cœur finalement, et que le métier, parce que oui, on m'a posé la question déjà. Qu'il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde, et voilà, après il faut y aller, quoi. Faut pas attendre, hein, il faut faire, hein. Il faut pratiquer, il faut montrer, il faut rencontrer des gens, mais il faut aller vers ce qu'on aime en fait. Voilà, mais après c'est vrai que c'est beaucoup plus en fait, je leur apprends à faire de la photo pour illustrer leur portfolio, pour se détacher des autres, pour qu'ils sortent un peu du lot. Et dans les élèves que j'ai eus, je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient partis en école de photo. Je crois qu'ils sont partis, c'est juste, voilà, ils sont partis dans des écoles d'art ou de cinéma. Donc, voilà. Ok. Et toi, à titre personnel, c'est quoi le conseil qu'on t'a donné qui t'a peut-être le plus marqué dans ta carrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui un jour qui t'a dit, bon, à part ce vieux photographe qui a essayé de te démoraliser mais qui t'a mis le moteur en marche, est-ce qu'il y a d'autres événements peut-être ou un conseil qui en particulier qui était un peu un déclic pour toi? Après, moi, celui qui m'a le plus conforté, c'est celui avec qui je suis partie en Afrique. Et alors il le disait, il a été aussi guidé par Cartier-Bresson. On parle de l'alignement de l'esprit, de l'œil et du cœur. Et lui, il en parlait beaucoup. Et en fait, il le disait souvent. Et j'ai écouté ce conseil. Et c'est comme ça que j'ai commencé à photographier là-bas. Et que j'ai continué à faire. Après, c'est pas son conseil direct, mais du coup, voilà, c'est quelque chose que lui s'est appliqué et qui nous a souvent dit et que j'ai appliqué. Voilà. Après, j'en ai pas d'autres. C'est difficile tes questions. Ouais, t'as vu, hein. J'en ai pas d'autres en tête. On m'a jamais posé cette question. Quel conseil Ou c'est quoi peut-être la meilleure chose rétrospectivement que tu aies pu faire pour ton activité ou pour toi, pour te construire, à part rentrer dans le collectif DR? Ah si, une chose qui était très importante, parce que on parle aussi de business en fait, et c'est que moi j'ai toujours voulu, j'ai toujours cru que je refoulais cette partie-là en fait et que je l'utilisais pas, parce que c'est vrai que ma manière de fonctionner avec mon truc de bouche à oreille et compagnie, on pourrait croire qu'il n'y a pas cette partie-là, mais elle y est. Il y a 3 ans, j'ai fait un coaching, ou 2 ans, avec Julien Guesde, qui m'a ouvert les yeux en fait sur mon activité, sur ma manière de fonctionner. Donc il n'est pas lui, parce que quand on parle de business, qu'on commence à faire des formations et tout ça, c'est des choses assez cadrées. Et lui, il palpe un peu la singularité
et il fait avec chacun. Donc j'ai fait un bilan, donc j'avais déjà des notions de pilotage d'entreprise, mais là j'ai fait un bilan un peu de mon fonctionnement, et il m'a fait donc recalculer un petit peu mes tarifs, il m'a fait calculer mes temps de travail, il m'a fait remettre le nez dans le pilotage d'entreprise, donc que j'avais déjà fait, j'avais fait des formations avant, j'avais fait photo coach et tout ça, mais j'étais trop jeune, je pense, pour comprendre. Et là, ça a réancré le truc, et du coup, ça m'a permis de voir qu'avec le chiffre que j'avais aujourd'hui, ce chiffre-là, en vrai, je le gagne juste en travaillant à mi-temps, parce que, moi, j'avais l'impression à l'époque de travailler comme une folle, c'est juste que non, j'étais pas hyper organisée, et lui, voilà, il a mis le doigt là-dessus, et du coup, ça a allégé mon quotidien, et c'est pour ça qu'après, j'ai trouvé du temps en me disant, je pourrais rentrer, faire ma demande au collectif DR, parce que potentiellement, je vais avoir du temps. Bon, c'est encore en train de piloter, mais du coup, ça a été important pour moi, et c'est super important, même si on fonctionne pas, moi je fonctionne pas, j'utilise pas tout ce truc derrière en pub, un truc Instagram et machin, tout ça en publicité, en apparence, mais en fait, en réalité, je l'utilise. Je pilote mon entreprise régulièrement, je me pose, je réfléchis, et ça c'est très important dans une entreprise de photographe. Ouais, tu veux dire sur le côté, on passe du temps parfois aussi à des choses qui servent pas à grand chose, ou en tout cas on a l'impression que ça sert, mais... Ah si, ça sert pas à la photographie, mais en tout cas ça sert à mon quotidien, parce que quand tu vois que tu comprends pas pourquoi ton année, t'as travaillé comme un fou et à la fin de l'année t'as pas d'argent, déjà tu dis ah ouais, mais en fait c'est vrai que ça a augmenté, mais toi t'as pas augmenté tes tarifs, ou tu vois, des trucs comme ça, ou peut-être que ça tu le fais mais t'es pas assez payé, ou tu vois, ramener le truc, ou ça, bon, maintenant tu sais que t'es pas assez payé, mais t'assumes ce fait là, mais du coup tu mets moins d'énergie, tu mets pas la même énergie dedans, et ça en fait c'est super important. Du coup cette partie gestion d'entreprise, je sais pas comment on peut appeler ça, gestion d'entreprise, pilotage d'entreprise, c'est hyper important. Et même si en apparence, moi, on n'a pas l'impression que je l'ai, en fait, il y a quand même ça en arrière-plan, en fait. Sinon, je serais pas encore là, au bout de 17 ans. Oui, c'est-à-dire que tu n'avais pas pris conscience de ça, quoi. Au début, faisais pas de façon consciente, quoi. Au début, je l'ai fait un peu à l'arrache, tu vois. Je suis arrivée, mon boulot c'était photographe. Et j'entendais déjà, il y avait tout ça, ce truc de, allez, il faut faire, tu vois, photocoach. Je l'ai fait en 2014, donc il y a 10 ans. On me disait, voilà, j'avais fait des trucs en pépinière d'entreprise aussi, où on t'expliquait tous les trucs de pilotage d'entreprise. Puis ça m'emmerdait, j'arrivais pas à le mettre en place dans mon truc. Et en fait, inconsciemment, je l'ai mis. J'ai récupéré tout ce qui m'intéressait et j'ai fait mon truc. Et c'est super important, parce que tu peux pas en tout cas, pour arriver à un niveau où tu veux gagner ta vie correctement avec, tu peux pas faire un freestyle, en fait. Ça marche pas. Ouais, bien sûr. Après, il y a des choses que tu as fait inconsciemment, je pense, parce que c'est aussi du bon sens. Il y a énormément de choses. D'ailleurs, quand tu fais du coaching avec moi aussi, ça m'est arrivé de me faire coacher, et puis je coach des gens. Et c'est vrai que le truc que tu te rends compte, c'est quand tu prends quelqu'un qui est extérieur à ta boîte, qui voit pas, qui a pas la tête dedans, comme toi, il te dit mais pourquoi tu fais tel truc, et c'est là que tu te dis ouais, c'est vrai que c'est complètement con en fait, c'est pas du bon sens de faire ça, et c'est là après tu prends ta décision. Mais c'est pour ça que t'as toujours besoin de jamais être seul. D'ailleurs tous les deux on s'est rencontrés aussi parce qu'on avait un cabinet comptable en commun. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que le comptable, c'est quand même le comptable, c'est tellement sous-coté, parce que c'est un peu comme pas un salarié, mais en tout cas c'est comme un partenaire presque de business, ça, sans les inconvénients. C'est-à-dire c'est pas un associé, t'as pas besoin de lui donner des parts. D'ailleurs, j'ai entendu des gens qui disaient qu'ils donnaient des parts à leur comptable, c'est marrant tellement c'est important pour eux. Mais sinon t'es pas obligé. C'est quelqu'un que tu payes comme prestataire, que tu mets en concurrence avec d'autres personnes. C'est pas quelqu'un que tu gères comme salarié, donc t'as pas les problèmes de management. Mais par contre, c'est quelqu'un qui t'apporte énormément de valeur en termes de conseils, si tu prends les bons. Il donne des bons conseils. Et c'est là où tu comprends aussi, tu prends conscience que le simple fait d'une fois par an de te poser et faire ton bilan à quelqu'un qui est extérieur et qui connaît rien même à la photo, qui va dire mais comment ça se fait que t'es payé autant de frais sur tel truc, et que toi tu lui expliques. En même temps, quand tu l'expliques, tu te rends compte qu'en fait t'es en train de faire une connerie aussi, que heureusement qu'il te l'a dit, parce que sinon tu l'aurais pas vu. Ouais, c'est marrant. Oui, ça c'est vrai que ça je m'en suis rendu compte. Donc ça c'est pareil, c'est arrivé en 2021. Ils sont entrés dans ma vie en 2021, et ça a changé ma vie, et ça m'a allégé sur plein de trucs. Sur cette peur-là que j'avais 2 ou 3 fois par an, je l'ai plus, et après il m'a appris à structurer
mon quotidien, et ainsi que ma banquière, en fait. On a toujours peur des banquiers, mais en fait, non. Si tu as une bonne relation, si tu arrives avec tes infos, enfin voilà, moi, elle me fait confiance, en fait. Et quant à ça, c'est la base. Après, le reste, voilà. Et le bon sens, c'est bien réfléchir et piloter ton entreprise, ça fonctionne. Mais j'ai mis du temps, hein, vraiment, à l'accepter. Parce que comme tu dis, je le faisais, je pense, déjà inconsciemment. Et donc, Julien, lui, m'a remis les choses en place en me disant tac, 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 tac. Ah ouais, j'ai dit ok, c'est cool. Ça, c'est cool. Et c'est très important, quoi. Ouais. Et voilà, après, je vois pas d'autres. Je sais pas. L'histoire de conseils, on me donne pas de conseils. Non, je rigole. Ne donc pas les jeunes photographes, on va pas alimenter la concurrence. Non, moi je peux en donner, mais après, je sais pas si on m'en a donné. En fait, tant que ça. Ouais, je pense que si, quand même. Je pense que. Je me rappelle pas. Dites-nous dans les commentaires sur YouTube si ça vous a aidé, quels sont les conseils que vous voyez les plus pertinents. Mais je pense que c'est important, tu vois, rien que le simple fait d'entendre quelqu'un qui a dépassé certains blocages. Enfin, tu l'as dit aussi, je t'ai pas trop amené sur ce terrain, je vais pas te poser la question tarte à la fraise est-ce que ça fait quoi d'être femme dans ce métier-là, etc. Mais parce que moi je trouve que c'est complètement con. Enfin, la photographie et le photojournalisme, c'est peut-être un des métiers les plus égalitaires en quelque sorte, ou en tout cas il y a le moins de discrimination, parce que ce qui compte c'est ton boulot et ce que tu livres. Que tu sois un homme, une femme, une chaise, j'en sais rien, on s'en fout, quoi. Le but du jeu c'est que tu répondes le mieux possible au boulot. Mais après, je peux comprendre qu'effectivement, quand tu fais face à des abrutis, tu as forcément ce raisonnement derrière de gens qui vont dire t'es une femme donc, ou t'es jeune donc. Après, c'était les vieux photographes à l'époque, mais je pense qu'il a regretté en fait ce qu'il a dit, parce que assez rapidement, il a vu que je m'en sortais. Et je te dis, alors moi, je vois pas, je croise souvent son fils et à chaque fois on en rigole. Et quand il croise mon père, il lui dit, et il est content pour moi. Et je pense que c'était maladroit son propos, mais en tout cas, moi, ça m'a bien servi, parce que moi, je suis comme ça. Tu me dis, tu vas pas y arriver, tu dis, attends, tu vas voir si je vais pas y arriver. Je vais te dire, je vais te montrer que je peux le faire, quoi. Donc du coup, voilà, c'est. Mais bon. Après, en tant que femme, c'est chouette. Je trouve qu'on a beaucoup plus de facilité à rentrer dans plein de trucs, quoi. Je sais pas, il y a un truc plus léger. On nous laisse faire plus, je pense. C'est con de le dire, mais les femmes ont quand même un niveau d'empathie beaucoup plus grand que les hommes, je pense, de base. Ouais. Je pense que physiologiquement parlant, le manque de testostérone fait aussi que c'est une relation différente avec les gens. Et puis, on part dans des trucs, des débats, mais bon, il y a quand même une base aussi. Oui, après moi je le vis très bien, d'être une femme photographe, ça me va super bien. Ouais, tu vas pas changer. Non, non, j'aurais pu, hein, parce que c'est vrai qu'on est dans l'ère de changement de sexe. La question qu'on pouvait pas poser il y a 20 ans, tu vois. Ouais, c'est ça, je veux pas changer. Non, au contraire, je trouve que c'est bien. C'est vraiment pour plein de... Et je me suis retrouvée j'ai fait des photos à Airbus, tu vois, par exemple, dans un métier. C'était pour tout ce qui est... C'était un métier d'homme, en plus, c'était la maintenance des machines, là. Et voilà. Enfin, je veux dire, c'est passé très bien. J'ai posé les bonnes questions, j'ai fait les photos qu'il fallait. Voilà, donc tu vois, c'est pas, on se dit pas, on va demander à un mec de faire ce type de photos. Bon, je fais pas de photos de voiture, mais bon, ça me botte pas. Mais après, si on me demande, je serais capable de le faire, je pense. Ouais, c'est top, cet état d'esprit de voir le côté positif. Et, après, je suis une fille, mais j'ai vraiment ce côté garçon. Voilà, je suis pas la fille avec pimper et compagnie. Et dans mon quotidien, je suis comme ça aussi. Du coup, voilà, j'ai double face, en fait. Ouais, mais c'est le côté, tu vois, le côté l'atout, tu vois, le côté positif là-dedans, ça qui est... C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un climat un peu délétère sur ce côté-là. On parle presque de guerre, quoi, homme-femme, par moment, quand on voit certains trucs sur Internet. Et il y a il faut juste assumer qui tu es et voir quelle est la part quelle est ta personnalité, comment tu peux l'exploiter au maximum, et plutôt que d'être dans la confrontation ou la victimisation, quoi. Et ça marche en tant que photographe aussi, du coup. Ouais, en tant que photographe, de te dire qu'est-ce qui est bon chez moi. Parce qu'il y a ça, quand je parlais tout à l'heure de la photographie
entre les photojournalistes et les photographes sociaux. T'as ce truc inconsciemment, t'as un peu ce truc inconsciemment de concurrence, je pense, qui a pas lieu d'être. Mais et chez les photojournalistes, il n'y a pas ça, tu vois. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai ressenti, en tout cas au collectif. Tu veux dire de concurrence d'avoir peur que l'autre te prenne tes informations ou des trucs comme ça. Tu le sens que c'est léger, en fait, c'est léger. Et dans la photographie sociale, t'as toujours... moi, je suis pas comme ça, je m'en fous, tu vois, je dis des trucs, j'ai rien à cacher. Mais du coup, des fois, tu sens que t'en as certains, tu vois, qui sont un peu sur la réserve et qui sont un peu sur ce truc de comparaison, et au lieu de prendre en compte qui ils sont et de se dire, non, mais moi, mon truc, il est comme ça. Leur truc à eux, il est comme ça, et bien, ça fonctionne, ben, tant mieux. Et moi, mon truc, il est comme ça. Et voilà, je vais utiliser tout ce qui est bon chez moi pour avancer dans mon métier. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est normal que tu l'aies pas ressenti dans DR parce qu'il y a cette, on est dans la même agence, c'est comme si on était sous le même toit. Donc on peut pas se permettre de se faire, d'avoir cet esprit-là. Mais par contre, honnêtement, dans le photojournalisme, c'est très présent. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis pas encore complètement. Faut que tu restes plus longtemps à Visa. Plus tard aussi le soir au café de la presse, et tu vas voir les gens, une fois qu'ils sont un peu alcoolisés, tu vois tout de suite les. Ah oui. Oui, donc c'est pareil. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu chiant parce que des fois, quand t'entends certaines anecdotes de photographes que tu admirais ou que tu estimais qui ont fait un énorme coup de pute à notre photographe, tu te dis c'est con quoi. Et je pense que justement le fait qu'il y ait de moins en moins d'argent en plus fait que les gens ont de moins en moins de scrupules aussi parfois, se dire c'est un peu lui ou moi. Ouais. Malheureusement, je pense que c'est pas grave parce que moi, tu vois, j'aurais dit exactement l'inverse. Oui, dans le milieu social, tu le vois moins parce que j'ai l'impression, tu sais, c'est comme quand tu vas dans des événements de photographes de mariage ou de trucs, tu as l'impression que vous êtes tous des bisounours, vous êtes tous potes les uns avec les autres, mais pour de vrai. Et j'ai l'impression que il y a ça y est, ça existe ça, mais je sais. De moins en moins peut-être. Si, mais je sais pas si c'est sincère en fait. Ouais, oui, c'est forcément une forme d'hypocrisie aussi. Tu vois, mais... alors moi je me mêle pas à tout ça. Ça, on n'est peut-être pas obligé de le laisser, mais moi je me mêle pas à tout ça, mais je le vois et je le ressens qu'il y a quand même ce truc qui sonne pas juste. Je sais pas l'expliquer en fait. Il y a un truc. Alors après, ça fait des années que j'y suis dedans, mais je sais pas, où t'en as qui te disent pas tout, pas la vérité, pas. Après, toutes les relations de travail, en quelque sorte, quand t'es dans un milieu d'indépendant, il y aura toujours un peu de ça. Mais c'est toujours un travail très personnel de se dire je m'en fous que les gens me piquent des choses ou pensent quelque chose de moi. Et au final, mais quand justement, tu vois, je pense que les gens de DR, comme dans d'autres agences, quand tu rentres dans une agence, c'est que tu valides. Il y a des valeurs qui sont les tiennes aussi. Et quand tu l'as vu avec les gens, quand on se rencontre en vrai, le fait de se rencontrer en vrai consolide ça aussi, de se dire, on va pas faire un coup de pute à l'autre, on est un peu dans la même famille, quoi. Ce serait con. Et donc, ouais, je pense que ça préserve, tu vois. Non, mais c'est chouette, quoi, c'est chouette. Non, après, moi, je te dis, voilà, d'un aspect général, parce que je vois tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Tu te dis, mais arrêtez, chacun a son truc. Enfin, je veux dire, oui, des histoires de photos, ce que je te disais au début, mais peut-être que la photo, elle n'est pas exceptionnelle, mais les gens, ils sont bons dans ce qu'ils font. Et ils suivent, ils accompagnent le client, il est content, c'est tout ce qui compte. C'est comme acheter un iPhone et acheter un oui, tu vois, enfin, un Huawei. Tu payes ton iPhone plus cher que ton Huawei, mais t'as pas tu vois, t'es content, parce que c'est ce que tu voulais. Voilà, et c'est pareil après. Même si tu payes plus cher, mais que t'as tout le service et que t'as pas l'image parfaite, c'est pas grave, t'as tout le service, t'es accompagné, ça te va, enfin voilà. Et donc ça, c'est d'arrêter cette guéguerre. C'est compliqué dans un métier où il y a autant d'ego, de frustration, de jalousie, de... Se lancer comme photographe, ça demande une forme d'ego particulière que la plupart des gens n'ont pas. Quelque part, quand tu racontes comment tu t'es lancé, t'as fait preuve d'ego. Enfin, t'as utilisé ton ego pour dire ah ouais, cap ou pas cap, c'est ça. Oui. Et donc derrière, mais t'arrives à le maîtriser, à le calmer, à faire en sorte que ce soit efficace sans un moteur. Mais il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas et qui ont que cette capacité à voir, à se dire, à regarder une photo dans la presse et dire ah putain j'aurais fait mieux, ça c'est une photo de merde. Et en fait, fais-le. Et ouais, mais c'est ça. Et c'est ce type de raisonnement, moi je le vois avec le recul comme filtre. Quelqu'un qui va me dire ça, clairement dans ma tête c'est quelqu'un que j'ai un peu gommé parce que je veux pas que ça montage, tu vois. Moi, ça m'entache pas tout ça, mais ça me rend triste, en fait, parce que pour le coup, ça m'empêche pas de travailler, ça m'empêche pas de fonctionner, il y a aucun problème, et que j'ai enfin assumé ce truc de pas être dans la pub et compagnie. Mais je trouve ça tellement dommage parce que on pourrait faire, ça pourrait être plus fluide, quoi.
Ah, mais c'est clair. Ça pourrait être pour parfois un peu plus fluide. Enfin, mais après, voilà, c'est mon impression, c'est mon ressenti. Je sais pas si c'est la réalité, mais moi, c'est mon ressenti, ce truc de... Bon, en tout cas, pour rester sur une note positive, il y a quand même énormément de gens incroyables dans cette profession et qui ont envie de partager. Enfin, on en est à plus de 200 épisodes de podcast avec des gens qui ont partagé des années de vie. Oui. Et c'est cool parce qu'il y a l'humain aussi, quelque part, c'est ça, c'est cette envie... une fois que tu es en haut de la pyramide de Maslow, que tu as comblé que tu as un toit au-dessus de la tête, que tu gagnes assez d'argent pour vivre, tu as envie de transmettre des choses. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, des jeunes qui nous écoutent ne pourraient pas se lancer, ne pourraient pas avoir autant d'informations, et perdraient du temps et feraient des erreurs inutiles. Donc, Oui, c'est clair. C'est clair que ça aide, et ça n'existait pas avant, et c'est chouette. C'est chouette d'avoir ça, ça inspire, ça donne envie d'avancer, et juste pour le coup, cette histoire de... T'entends de tes podcasts, tu peux faire un TEPA cap derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Tu tentes. Ah, mais c'est clair. Tentes. Oui, s'il y avait un conseil, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui nous interpelle, il faut y aller, quoi. Faut essayer. Ah si, c'est ça. Si tu me parlais d'un conseil, il y en a un conseil qui n'est pas appliqué à la photographie, mais qui m'a beaucoup guidée. C'est un ami que je croisais dans des férias à l'époque qui disait t'as le non, donc tente le oui, en fait. Et ça vient souvent, tu vois, dans ma tête de dire vas-y, tente. Tu risques rien, en fait. À part tu l'as déjà le non, donc t'as pas le truc. Voilà. Trop bien. Bah, écoute, merci Noël d'être passé dans le podcast. Plaisir, merci de m'avoir invité. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.